Bien. Madame la Première ministre, chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Elisabeth Borne, Première ministre, en tant qu'ancienne ministre chargée des Transports et ancienne ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Madame la Première ministre, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous être rendue disponible pour répondre à nos questions. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du consortium international des journalistes d'investigation ont publié ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uber Files. S'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017, cette enquête a dénoncé les méthodes de lobbying de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes réservées jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête poursuit un double objet. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber, l'ubérisation, en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Pour comprendre les enjeux et répondre à ces objectifs, notre commission a procédé à plus de 60 auditions, entendu plus de 110 personnes, qu'il s'agisse du lanceur d'alerte, M. Mark McGann, des journalistes à l'origine de l'enquête, des représentants de chauffeurs de taxi et VTC, des livreurs, syndicalistes, avocats, magistrats de la Cour de cassation, des dirigeants de nombreuses plateformes numériques, des sous-traitants, des directeurs d'administration ou d'autorités administratives indépendantes telles que la HATVP, la CNIL, l'autorité de la concurrence, des experts tels que M. Froin, M. Mettling, d'anciens députés, membres de cabinets ministériels ou anciens premiers ministres, économistes et j'en passe. Dans la mesure où vous avez été ministre en charge des Transports entre mai 2017 et juillet 2019, notre commission a estimé nécessaire de recueillir votre témoignage sur les conditions de la concurrence entre les VTC et les taxis, et sur la mise en œuvre de la loi Grand-Guillaume du 30 décembre 2016. Notre commission d'enquête a notamment constaté qu'après plusieurs interventions législatives entre 2013 et 2017, notamment la loi Thévenoud 2014, la loi Grand-Guillaume de 2016, le secteur du transport public particulier de personnes est désormais bien encadré, régulé, a trouvé un équilibre après l'arrivée du secteur des VTC en France comme dans tous les autres marchés européens ou nord-américains comparables. On relève encore des difficultés qui peuvent être liées au manque de données pertinentes pour appréhender l'évolution en valeur, en volume du marché de la réservation préalable sur lequel taxi et VTC sont en concurrence malgré certaines exigences de la loi Grand-Guillaume. Pourrez-vous expliquer cette situation? Votre audition nous a aussi paru nécessaire car vous avez ensuite été en charge du ministère du Travail à compter du 6 juillet 2020. Vous avez donc été conduite à fixer les priorités de l'inspection du travail. Vous avez été à l'origine de la création de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, l'ARP, à la suite des recommandations de M. Froin puis de la task force Mettling. Et vous avez notamment contribué à préparer la position de la France sur le projet de directive européenne relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail des plateformes. Pouvez-vous nous indiquer plus précisément de quelle manière vous avez encouragé, en tant que ministre du Travail, une meilleure régulation de l'activité des plateformes numériques de mobilité, leurs relations sociales avec leurs partenaires, le plus souvent des auto-entrepreneurs indépendants? Quelle fut votre réaction au ministère du Travail à la suite de différents arrêts de la Cour de cassation conduisant à requalifier certains chauffeurs VTC ou livreurs sous le statut de salariés compte tenu de l'existence d'un lien de subordination dans lequel ils se trouvaient? Et quelle est aujourd'hui votre position, la position de la France concernant les propositions de la Commission européenne pour introduire une présomption de salariat des travailleurs de plateforme dans tous ces secteurs d'activité? Par ailleurs, vous avez dévoilé mardi dernier des objectifs chiffrés de la trajectoire de décarbonation de la France à l'horizon 2030. Avez-vous pu au préalable évaluer les conséquences sur l'environnement de l'ubérisation d'une partie de l'économie? Pouvez-vous nous indiquer si le secteur du trait 3P et de la livraison seront concernés par ces objectifs de décarbonation? Enfin, comme vous le savez, notre commission d'enquête a beaucoup travaillé sur les relations entre représentants d'intérêts et décideurs publics. Elle a recueilli de nombreuses propositions, nous vous en avons transmis un certain nombre, visant à renforcer la transparence de la vie publique. Pouvez-vous nous indiquer quelle serait la position du gouvernement sur ces différentes propositions? À noter bien sûr que le cadre a évolué avec la loi Sapin 2 et la création de la HATVP, depuis les faits d'ailleurs qui a été relaté dans les Uber Files. Nous aurons bien sûr d'autres questions à vous poser avec mes collègues. Je vous propose d'entamer nos discussions à ce stade.
Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole, je vous rappelle, Madame la Première ministre, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais vous inviter à activer votre micro, lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Merci Madame la Première ministre, je vous laisse la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Donc, avant de répondre plus précisément à vos questions, je souhaiterais revenir en quelques mots sur les différentes actions menées depuis l'émergence des plateformes pour mieux les réguler et mieux protéger les travailleurs. Donc, vous le savez, l'émergence des plateformes est encore très récente en France. C'est en 2011, donc il y a un peu plus de 10 ans, qu'Uber a commencé à opérer dans notre pays. Ces plateformes ont considérablement modifié nos pratiques et l'organisation de certains secteurs. Elles ont créé de nouvelles offres, parfois en concurrence avec des acteurs déjà présents, je pense en particulier au VTC. Elles ont parfois provoqué un changement d'échelle considérable pour certains services, je pense notamment aux livraisons à domicile. J'ajoute que rapidement, ces plateformes ont aussi créé de nouveaux emplois et des possibilités d'insertion professionnelle. En 12 ans, le modèle des plateformes a considérablement évolué. Il s'agissait au départ souvent de jobs étudiants ou de travail d'appoint. C'est désormais souvent la seule source de revenus, notamment chez les livreurs, et les rémunérations ont été tirées vers le bas du fait d'une concurrence féroce entre les différents acteurs. Ces évolutions ont posé des questions en France, comme partout en Europe ou aux États-Unis, où les mêmes phénomènes étaient à l'œuvre. Le législateur a d'abord cherché à apaiser les tensions entre les VTC et les taxis qui s'estimaient victimes d'une concurrence déloyale. C'est l'objet de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux VTC. La question du cadre social a ensuite émergé. La loi Travail, en 2016, a apporté des premières réponses avec la participation des plateformes à la formation et à une assurance contre les accidents de travail et avec le droit de se syndiquer et de faire grève. Néanmoins, il ne s'agissait encore que de mesures aux effets limités et insuffisants face à l'ampleur des changements en cours. Comme ministre en charge des Transports puis de la transition écologique à travers la loi d'orientation des mobilités et ensuite comme ministre du Travail, je n'ai eu de cesse de prendre des mesures pour mieux réguler ces activités et protéger les travailleurs des plateformes. Je me suis fixé 3 principes. Doter les travailleurs des plateformes de réels droits sociaux, permettre à ceux qui souhaitaient être indépendants de l'être réellement, et bien sûr faire confiance au dialogue social pour faire émerger des solutions efficaces et adaptées. C'est dans cette optique que la loi d'orientation des mobilités a considérablement œuvré à rétablir l'équilibre entre les travailleurs et les plateformes. Je pense au droit de refuser une prestation, au droit de choisir ses plages d'activité et d'inactivité, ou encore aux protections contre les représailles et les ruptures. Comme ministre du Travail, la construction d'un dialogue social juste et effectif a fait partie de mes grands chantiers. Ainsi, en avril 2021 et en avril 2022, 2 ordonnances ont été prises pour construire un cadre de dialogue social et de négociation collective dans les secteurs des VTC et de la livraison. Avec ces textes, nous avons pu établir des normes obligatoires pour réguler les effets de la concurrence sur les droits des travailleurs, comme peuvent le faire les conventions collectives pour les salariés. L'ensemble de ces dispositifs sont en place depuis septembre 2022. J'ajoute qu'en tant que ministre, j'ai installé l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi pour aider et accompagner la négociation collective. Près de 125 000 personnes étaient inscrites sur les listes électorales pour participer aux élections des travailleurs des plateformes, près de 40 000 chauffeurs et près de 85 000 livreurs. Aujourd'hui, les résultats sont là. 2 accords ont déjà été conclus pour les VTC, pour établir un tarif minimal de course proche de celui des taxis et pour donner plus de moyens aux représentants des travailleurs pour exercer leur mission. Quant aux livreurs, ce sont 3 accords qui ont été trouvés en 6 mois pour une rémunération minimale de l'activité, sur le dialogue social
et contre les déconnexions arbitraires. Pour autant, je le sais, nous avons réalisé uniquement une partie du chemin. J'engage évidemment les plateformes à aller plus loin, notamment dans le cadre de la négociation d'une rémunération minimale d'activité qui a commencé pour les VTC. Et je voudrais souligner que ce modèle de dialogue social est unique en Europe et qu'il permet de faire de la France un des pays les plus protecteurs des droits des travailleurs des plateformes. Et c'est bien le gouvernement qui a donné un cadre et permis les conditions d'une discussion plus équilibrée entre plateformes et travailleurs. J'ajoute qu'en parallèle de ce modèle de négociation collective unique, nous avons décidé de mener une politique de contrôle soutenue. Ces contrôles ont mis en évidence le recours indirect par les plateformes à des travailleurs en situation irrégulière à travers la pratique de sous-location de comptes. Cette pratique illégale bafoue les principes de nos droits sociaux en plaçant les personnes en situation irrégulière dans de véritables situations d'exploitation. Nous avons exigé une mobilisation forte des plateformes pour un meilleur contrôle, notamment en régulant mieux les sous-locations de comptes que j'évoquais à l'instant. Nous avons obtenu des engagements des plateformes matérialisés dans une charte qu'elles ont signée. Mesdames et messieurs les députés, je vous l'indiquais au début de mon intervention, tous les pays ont été confrontés au développement des plateformes. Nous avons donc travaillé au niveau européen à bâtir un cadre commun. En décembre 2021, à quelques semaines de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, la Commission a proposé un projet de directive. La Commission a bien sûr fait des choix de fond, mais elle pouvait, au terme des traités, ne passer que par la présomption de salariat en conformité avec sa compétence en matière de protection des travailleurs. Comme présidente du Conseil des ministres du Travail, j'ai porté ce projet de directive et j'avais alors fait preuve naturellement de la neutralité qui s'impose à la présidence. À partir de juillet 2022, la France a formulé des propositions d'amendement, notamment pour disposer de critères de présomption de salariat cohérents et adaptés à notre droit et pour respecter notre cadre de négociation collective qui fonctionne bien, comme en témoignent les 5 accords obtenus. En décembre dernier, nous étions prêts à approuver le texte de compromis proposé par la présidence tchèque, mais nous avons été confrontés à une minorité de blocage. Aujourd'hui, sous présidence suédoise, nous continuons à faire des propositions constructives et nous souhaitons qu'un texte puisse aboutir. Mesdames et messieurs les députés, voilà en quelques mots les grandes lignes de l'action de la France pour réguler les pratiques des plateformes depuis leur arrivée en 2011. À chaque étape, nous avons réagi pour éviter la concurrence déloyale vis-à-vis des acteurs déjà installés et nous avons pris des décisions fortes pour protéger les travailleurs et leur permettre de faire entendre leur voix. C'est le fil rouge de l'action du gouvernement et c'est la volonté que j'ai portée dans toutes les fonctions que j'ai occupées. Je vous remercie et je me tiens naturellement à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Madame la Première ministre. Je reviendrai sur quelques-unes des questions que j'avais soulevées dans mon introduction, notamment le débat en cours au niveau européen sur la directive de présomption de salariat. Nous venons d'auditionner le ministre des Transports, Clément Beaune, ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui a souligné à quel point la France avait été moteur sur le fait qu'il y ait une régulation au niveau et une harmonisation au niveau européen de la question de la protection sociale des travailleurs des plateformes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du rôle de la France dans ce débat et de la position de la France, et peut-être dire un mot aussi, même si c'est pas directement lié évidemment à vos attributions en tant que ministre du Travail, ministre des Transports, de la question de l'encadrement des relations entre les représentants d'entreprises privées et les décideurs publics, et si vous voyez des voies d'approfondissement ou d'amélioration suite à la loi Sapin 2 et la création de la HATVP. Alors d'abord, sur le projet de directive, comme je l'ai indiqué, la proposition a été faite par la Commission en décembre 2021, c'est-à-dire juste avant la présidence française. Et donc pendant cette dernière, nous aurions pu mettre le texte de côté parce qu'on nous reproche souvent de vouloir bloquer le texte. En fait, c'est tout le contraire, puisque en tant que présidence, nous avons organisé
pas moins de 7 groupes de travail qui ont permis d'avancer sur ce texte et de présenter au Conseil de juin 2022 un rapport de progrès avant de passer le relais à la présidence tchèque. Ensuite, je l'ai dit, un accord a failli intervenir en décembre 2022 et en fait on a été confronté à une minorité de blocage. Donc la France était à ce moment-là prête à prendre le texte. Et donc je rappelle que le commissaire que vous avez également auditionné, qui était présent à ce Conseil de décembre 2022, était également prêt à accepter ce texte. C'est donc qu'il devait estimer que cette version du texte était satisfaisante. Sur le fond, pour redire quelle est notre position, l'objectif du texte est de lutter contre les faux indépendants. Ça n'est pas d'empêcher le travail des indépendants, le travail indépendant. Donc le texte cherche à établir des règles qui correspondent à la réalité du lien entre les plateformes et le travailleur. S'il y a un lien de subordination, alors le travailleur doit être considéré comme un salarié, même s'il est formellement indépendant. Et à l'inverse, s'il n'y a pas de lien de subordination, alors il peut être regardé comme indépendant. Donc nous sommes en phase avec cette approche qui est de bon sens. Toute la question est de savoir comment déterminer les critères qui permettent de constater qu'il y a subordination ou pas. Si on a des critères trop généraux et qui sont insuffisamment précis, il n'est pas possible d'apprécier la réalité du lien et de distinguer les différents cas de figure qui se présentent et d'en tirer des conséquences sur les deux options, salariat ou pas. Donc selon nous, l'objectif du texte serait manqué si, alors que le texte est supposé apporter de la sécurité juridique en clarifiant les situations sur la base d'une liste précise de critères, si l'appréciation et la qualification restent floues et que c'est in fine au juge qu'il appartient de trancher les situations. Donc notre position est claire, on est engagé dans la recherche d'une position équilibrée sur le texte qui permette à la fois de favoriser l'emploi, de lutter contre les faux indépendants et à l'inverse de préserver le statut des véritables travailleurs indépendants qui souhaitent le rester tout en protégeant le modèle des accords collectifs qui porte ses fruits. Parce que je le précise, finalement, ce texte, contrairement à l'approche qu'on a pu avoir en France, ne permet pas de créer des droits collectifs pour les travailleurs des plateformes, sauf si les critères qui figurent dans le texte permettent de les requalifier en salariat. Mais sinon, le texte ne mène pas le chemin que nous avons mené en France pour permettre la construction de droits collectifs pour les travailleurs des plateformes. De fait, ça n'est pas dans les compétences de la Commission européenne de réguler le travail indépendant. Mais donc c'est bien une approche qui peut être complémentaire de celle qu'on mène en France, puisque finalement ça permettrait, si ce texte aboutit, ce que nous souhaitons évidemment, de clarifier les critères de requalification. Soit on est dans le champ du salariat et dans ce cas-là, il y a des protections habituelles des salariés qui s'appliquent, soit nous n'y sommes pas, et donc c'est tout le champ de la construction de droits collectifs qu'on a mené en France avec les différents textes que j'ai mentionnés. Donc, comme vous le savez sans doute, un Coreper s'est réuni hier, qui n'a pas montré de majorité pouvant se dégager sur ce texte. Donc peut-être que ce sera le cas d'ici au prochain Conseil EPSCO. On verra s'il est possible d'obtenir un accord sur le texte à ce moment-là. Sur les propositions de transparence qui ont été évoquées au cours des travaux de votre commission d'enquête, il n'y a pas de doute sur le fait que le mandat qui est confié par les citoyens aux élus exige en contrepartie de la transparence. Donc c'est notamment le sens de la loi que vous avez mentionnée, la loi Sapin II anticorruption de décembre 2016, et puis les lois pour la confiance dans la vie politique de septembre 2017 qui sont venues renforcer cette exigence. La question de l'approfondissement des mesures destinées à renforcer la transparence de la vie publique et à prévenir notamment les conflits d'intérêts fait l'objet d'un travail interministériel actuellement dans le cadre de l'évaluation de 5e cycle de la France par le GRECO, donc vous savez l'instance européenne qui est en charge d'apprécier les situations. Et dans ce cadre, il y a des travaux qui sont en cours. Je ne vais sans doute pas rentrer dans le détail et certains seront mieux à même d'en parler que moi, notamment par la HATVP, la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, mais également par le SGG et la DGAFP
pour regarder s'il y a encore des pistes d'amélioration dans ce domaine. Merci. Je voulais aussi vous poser quelques questions sur, bien que vous l'ayez bien sûr évoqué déjà en détail, sur l'ARP. On a vu déjà des premiers accords sur, vous l'avez mentionné, sur les tarifs minimums des courses VTC et des livreurs, c'est que sur les modalités de rupture du lien commercial entre plateforme et livreurs, l'agenda social 2023 qui peut être négocié et signé. Qu'est-ce que vous voyez comme autre piste d'amélioration de la relation entre les plateformes et les travailleurs et de la protection sociale dans les travaux de l'ARP, éventuellement dans les prochains mois ou les prochaines années? Je voudrais aussi vous interroger sur le choix de M. Mettling que nous avons auditionné il y a quelques mois pour diriger l'ARP. Vous le savez, il avait été mentionné dans certains articles de presse dans le cadre du cabinet de Topix. Il avait réalisé plus de 200 missions de service aux entreprises sur les questions de transformation du travail, d'enjeux du travail hybride, des problématiques de management et des conséquences de la transformation des modèles de travail sur les salariés. Parmi les entreprises, il y avait une mission pour AT-Kearney et donc pour Uber via AT-Kearney. Est-ce que ça fait partie des sujets qui ont pu être soulevés lors de sa nomination à la tête de l'organisation? Alors peut-être sur les sujets de préoccupation, je pense qu'ils correspondent aux premiers accords qui ont été négociés par les représentants des travailleurs et des plateformes. Il y a évidemment la question de la rémunération des travailleurs des plateformes, et c'est le sens des premiers accords qui ont été conclus. Et puis, il y a par ailleurs des sujets qui étaient fréquemment mentionnés par les chauffeurs et par les livreurs, notamment sur le droit à la déconnexion. Donc, c'est des sujets qui ont été encadrés dès le départ dans la loi d'orientation des mobilités avec un droit à la déconnexion. Ensuite, on voit qu'il y a encore des négociations qui peuvent être menées sur ces champs-là. Et au-delà, enfin, il ne m'appartient pas vraiment de définir les champs dans lesquels les travailleurs des plateformes souhaitent des améliorations. Ils ont des représentants qui sont là pour exprimer leurs attentes. Peut-être souligner que c'est finalement un opérateur assez particulier, l'ARP, puisqu'on est dans une démarche qui vise à permettre à des travailleurs indépendants de créer des droits collectifs. Et il nous a semblé important qu'il puisse y avoir, au moins au démarrage, un accompagnement, un facilitateur du dialogue social. Peut-être qu'une fois que les modalités de discussion entre les représentants des travailleurs et les plateformes seront rodées, on pourra constater qu'il n'y a plus besoin d'avoir cette forme de facilitateur du dialogue social. Je voudrais aussi effectivement répondre à votre question s'agissant de Bruno Mettling. Donc, je pense qu'en toute transparence, chacun sait qu'il a en effet effectué une mission pour un cabinet de conseil qui était lui-même en contrat avec Uber. Quand j'avais confié la mission de préfiguration de l'ARP à Bruno Mettling, ça avait été très clairement indiqué. Et à l'époque, on avait voulu équilibrer la composition de la mission avec une travailleuse indépendante et un membre d'un think tank, auteur d'un essai intitulé « Désubériser, reprendre le contrôle ». Donc vous voyez qu'il y avait une certaine diversité dans la composition de cette mission qui visait à préfigurer l'ARP. Je voudrais souligner que tout le monde ne pensait pas forcément que ça pourrait être le cas, mais finalement, quand on voit qu'on a eu 5 accords entre les travailleurs des plateformes et les plateformes en 7 mois, je pense qu'on peut être assez fier de ce qu'on a fait en France. Et on est certainement le pays dans lequel on a pu construire des droits, une protection collective finalement pour les travailleurs des plateformes, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Donc j'imagine que vous avez dû auditionner des représentants des travailleurs. Je pense que l'ARP, à la fois l'existence des 5 accords montre qu'il y a un chemin pour construire des droits collectifs pour des travailleurs indépendants et que manifestement, l'ARP a bien joué son rôle de facilitateur puisque 5 accords en 7 mois, il y a beaucoup de branches dans lesquelles la négociation collective ne fonctionne pas aussi bien. Merci. C'est en effet ce qu'on a entendu de la part des représentants de VTC qui sont représentés à l'ARP, ainsi d'ailleurs que
la neutralité de M. Mettling qu'ils ont souligné dans le cadre des travaux. Une dernière question de mon côté. Pour prendre un peu de champ sur le marché, les VTC sont arrivés il y a une dizaine d'années, en fait, en France comme en Europe ou aux États-Unis. À l'époque, et c'était déjà le cas dans le cadre de débat avant, on a auditionné M. Attali, par exemple, dans le cadre du rapport pour la Commission pour la libération de la croissance. Il y avait un débat sur l'insuffisance de l'offre de transport par rapport à la demande, notamment si on comparait la France à d'autres grandes capitales touristiques, type Londres, Madrid, New York. Aujourd'hui, on voit au contraire une offre assez importante, VTC, mais même taxi, avec plus de taxis aujourd'hui qu'à l'époque. Quel regard, en fait, vous portez, finalement, 10 ans après l'arrivée des VTC, sur cet équilibre entre l'offre et la demande, entre les VTC et les taxis? Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé, au fond, à un équilibre satisfaisant aujourd'hui en France, en particulier à Paris? Alors, je pense que vous l'avez souligné, hein, que l'arrivée des VTC a été un choc pour les taxis, et ça a été le sens des premières lois qui ont été prises, hein, pour mieux articuler deux modes de T3P qui, évidemment, pouvaient apparaître en concurrence. Ça a eu un effet très important dans la transformation de l'offre des taxis. Et je pense que toutes les plateformes qui se sont développées pour des taxis, dont aujourd'hui, finalement, il peut y avoir une forme de relation qui n'est pas très différente entre les plateformes de taxis et les plateformes de VTC et les VTC. Finalement, ça a vraiment tiré vers le haut, je pense, l'offre de transport particulier de personnes. Donc ça a eu cet effet-là. Ce que je note, c'est que, alors que ça a été un sujet qui a été très conflictuel au départ, aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur le sujet. Et je pense que vous avez un certain nombre de chauffeurs de taxi qui, parfois, font des courses en lien avec des plateformes VTC. Donc finalement, je pense qu'on a globalement amélioré le service, et avec des relations qui, de fait, aujourd'hui, ne sont plus conflictuelles entre les VTC et les taxis. Le champ des livreurs, hein, moi, en tant que ministre du Travail, c'était un champ sur lequel j'avais beaucoup de vigilance, parce que on voit que ça a démarré, je l'ai évoqué, sous forme de job d'appoint, et c'est devenu, de fait, le revenu principal pour un certain nombre de travailleurs. Moi, dans les échanges que j'avais avec les plateformes de livraison, j'avais beaucoup insisté d'abord sur le phénomène de sous-location des comptes qui conduisait à mettre en position de vulnérabilité un certain nombre de travailleurs en situation irrégulière. Et au-delà de ça, je ne pense pas qu'on puisse considérer que ça peut être un emploi durable. Donc je pense qu'il y aura aussi, et peut-être pour revenir à la question que vous posiez sur quels sont les futurs champs de la négociation collective dans ces secteurs-là, moi j'avais invité les plateformes de livraison à réfléchir au parcours professionnel qu'on peut proposer à des personnes qui démarrent leur vie professionnelle en tant que livreurs. Je pense que ça reste un secteur dans lequel on voit que ça n'a pas vocation, à mon sens, à être un emploi durable. Ça peut être un coup de pouce au démarrage, un job complémentaire, mais je ne pense pas qu'on puisse considérer que ça constitue un emploi dans lequel on peut penser que chacun va trouver son épanouissement. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Madame la Première ministre, finalement, votre audition est extrêmement importante parce que, quelque part, vous cochez toutes les cases en ayant été ministre du Transport, ministre du Travail et Première ministre, sur voilà, quelle a été et quelle est la stratégie du gouvernement français face au développement de l'ubérisation. Et c'est un des sujets au cœur de notre commission d'enquête parlementaire. Lors des auditions précédentes, on a pu voir à quel point, finalement, la stratégie d'Uber, qui, à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de l'ensemble des pays de l'Union européenne, perd un à un les décisions de justice, qui, à chaque fois, démontre bien qu'il y a une situation de subordination entre le chauffeur des VTC et la plateforme, entre le livreur et la plateforme, et donc se retrouve à devoir requalifier, enfin,
se retrouve face à des décisions de justice qui exigent la requalification en salariés des travailleurs en fait faussement indépendants, et la question du lien de subordination s'impose. C'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, que la Commission européenne a décidé donc de mettre à son agenda législatif cette proposition de directive européenne. Et face à cela, la stratégie d'Uber a été, dans un premier temps, de défendre un tiers statut, ni indépendant ni salarié, puis de développer une autre rhétorique qui vise à dire qu'il faut un dialogue social, il faut de nouveaux droits pour les travailleurs des plateformes. Et d'ailleurs, Dara Khosrow, c'est toujours très dur à prononcer, Dara Khosrowshahi, le PDG d'Uber, avait présenté un Better Deal et dans une tribune a pu vanter et prendre en exemple la France comme modèle pour son instauration de dialogue social et de ses droits des travailleurs des plateformes à travers ce qui va devenir par la suite la création de l'ARP. En fait, il faut bien comprendre que la stratégie des plateformes, c'est on concède des droits pour ne pas avoir à requalifier en salarié. Et le débat sur la directive est bien dans ce contexte-là. Alors, ma question est la suivante. Vos collègues précédents, messieurs les ministres Clément Beaune et Olivier Dussopt, finalement ont dit que, et vous-même, que vous étiez prêts à accepter le texte de compromis présenté par la présidence tchèque en décembre au Conseil. Or, c'était un texte de torpillage de la directive, puisque c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas eu de majorité qualifiée. Et sur la base de cette position qui prévoyait d'ajouter bien des critères par rapport à ce que proposait la Commission européenne, des exemptions en plus, des délais suspensifs. Je pense notamment aux exemptions que la France voudrait mettre en place, c'est-à-dire si un pays, un État membre de l'Union européenne qui organise le dialogue social, alors il peut être exempté de l'application de la directive présomption de salariat. Bon. Autrement dit, dans cette situation, si ce projet-là avait été adopté, les faux indépendants d'Uber et de Deliveroo, pour prendre ces exemples-là, qui sont considérés d'ailleurs dans l'étude d'impact de la Commission européenne comme, en fait, faisant partie des 5 millions de travailleurs des plateformes à l'échelle européenne qui devraient être requalifiés en salariés. Hein. Les textes sont très clairs et disent que les livreurs et les chauffeurs VTC devraient être requalifiés en salariés. Si cette directive avait été adoptée, eh bien, ils seraient restés, en fait, au statut indépendant. Et on n'aurait pas reconnu le lien de subordination. Alors, pouvez-vous confirmer que les travailleurs considérés comme de faux indépendants par la Commission européenne doivent rester, selon vous, sous statut d'indépendants? Et je vous ai adressé par l'intermédiaire, ou plutôt la présidente du groupe de la France Insoumise, Madame Panot, vous adressez un courrier aujourd'hui sans réponse, vous demandant au nom de l'article 50 alinéa 1 de la Constitution d'organiser un débat suivi d'un vote à l'Assemblée nationale sur ce que va être la position de la France défendue au Conseil de l'Union européenne. Les différentes composantes de la NUPES ont fait de même. Il y a une exigence de transparence et de démocratie. Vous comprenez bien que l'enquête des Uber Files montre que sur la période des révélations Uber Files, il y avait une totale opacité des rencontres entre le ministre de l'économie de l'époque et les dirigeants d'Uber, avec plus de 17 échanges où on a pu voir et on découvre avec l'ensemble des documents que nous sommes en train d'étudier, transmis par Mike Magan, à quel point il y avait vraiment toute une stratégie entre le ministre et les dirigeants d'Uber pour peser dans une opacité totale et contre l'avis du gouvernement. Et aujourd'hui, on voit que vous défendez, le gouvernement français défend finalement la même stratégie qu'Uber contre la directive européenne présomption de salariat, contre même d'ailleurs vos députés européens Renaissance, et encore une fois dans une certaine opacité. Un débat à l'Assemblée nationale transparent assorti d'un vote permettrait de sortir cela. Est-ce que vous allez choisir cela, ou bien comme sur les retraites, vous, à coup de 49.3 ou de menaces, article 40, le débat n'aura pas lieu. C'est une question de transparence et de démocratie qui est redéfinie à chaque fois lors des auditions de Transparency International. Plus il y a de contrôle citoyen, plus il y a de démocratie, mieux on organise la séparation des lobbies et de l'État. Donc, vous comprendrez, ma question démocratique est un enjeu extrêmement important. Et les confédérations syndicales m'ont bien dit qu'elles n'avaient pas été sollicitées sur la position de la France sur la directive présomption de salariat et souhaitent également ce débat. Je souhaite évidemment que la Première ministre puisse répondre à ces questions et qu'on puisse en poser d'autres. J'ai déjà 5 députés qui veulent aussi poser des questions, dont d'ailleurs je précise de la France Insoumise. Je souhaite que tout le monde puisse poser des questions. Donc j'inviterai vraiment là à essayer
de rester assez bref et de nous en tenir aux questions. Madame la Première ministre. Alors, c'est assez original. Là, je viens d'entendre un long exposé de votre part sur votre point de vue sur les plateformes. Si ça vous intéresse d'avoir mon point de vue, je peux aussi exposer le mien. Là, vous avez exposé le vôtre longuement. C'est assez original dans une commission d'enquête de finalement assister quasiment à une conférence de presse. Mais je vais essayer donc de répondre à votre question. Depuis le départ, et j'imagine que vous avez peut-être auditionné des travailleurs, des représentants des VTC, il se trouve, même si ça n'est pas votre point de vue, qu'il y a des travailleurs qui veulent le statut d'indépendant. Ils veulent le statut d'indépendant parce qu'ils veulent choisir, par exemple, leur rythme de travail, parce qu'ils peuvent travailler avec plusieurs plateformes. Donc, ce qui guide la position du gouvernement, ce qui l'a guidé dans le précédent quinquennat et qui continue à la guider, c'est de dire qu'on souhaite permettre à des travailleurs qui veulent un statut d'indépendant, avec ce que ça suppose, par exemple, choisir les moments où on travaille et ceux où on ne travaille pas, pouvoir travailler avec plusieurs plateformes, on souhaite qu'ils puissent le faire, en ayant toutes les garanties d'être réellement indépendants. C'est pour ça que, dès la loi d'orientation des mobilités, il y a des protections supplémentaires qui ont été introduites. Par exemple, le fait que le chauffeur VTC puisse choisir de faire ou de ne pas faire une course, et quand il choisit de faire une course, qu'il puisse le faire en ayant les éléments nécessaires, c'est-à-dire c'est une course qui va durer combien de temps, qui va devoir aller à quel endroit et pour quelle rémunération. Donc nous, on défend et on continuera à défendre qu'il y a une place pour du travail indépendant dans ce secteur-là, qu'il peut par ailleurs y avoir des faux indépendants, et il y a eu un certain nombre de décisions de justice quand il y avait un lien de subordination. Donc soit il y a des critères qui permettent de... Enfin, il est utile qu'il puisse y avoir une harmonisation au niveau européen sur les critères qui peuvent permettre de requalifier la relation entre une plateforme et un travailleur en salariat. Et dans ce cas-là, on bascule dans un champ sur lequel les droits sociaux sont bien balisés par des décennies de négociations collectives. Donc soit on n'est pas dans ce cas-là, et dans ce cas-là, on considère que le fait de ne pas être salarié ne doit pas empêcher de construire des droits collectifs pour les travailleurs. C'est la ligne que l'on tient. Vous me dites que le texte de décembre 2022 était un mauvais texte, c'est votre point de vue. Ça n'était pas celui que portait la France, ça n'était pas celui du commissaire Schmitt, dont vous avez bien compris qu'il tient à cette directive et qu'il avait validé le texte de décembre 2022. Donc je ne sais pas ce qui vous permet de dire que ce texte n'était pas bon. En tout cas, ce n'est pas l'avis du commissaire qui porte ce texte. Donc la position de la France, elle est parfaitement transparente. Je vous l'ai expliqué. Est-ce qu'il est pertinent d'avoir un débat 50-1 ? Enfin, vous avez des semaines de contrôle dans lesquelles vous pouvez demander à l'inscrire, et pourquoi pas. Ce que je note, c'est que ces débats-là, on les a déjà eus longuement. On les a eus au moment du débat sur la loi d'orientation des mobilités. On l'a eu au moment où on a ratifié l'ordonnance qui était prévue dans la loi d'orientation des mobilités. Si le Parlement souhaite un nouveau débat, pourquoi pas. Voilà, si ça peut être inscrit à l'ordre du jour, c'est pas forcément, je suis pas forcément la seule à pouvoir l'apprécier. Et peut-être que, par exemple, les parlementaires qui suivent les affaires européennes pourraient avoir un avis sur le sujet. Madame la Première ministre, j'ai posé une question au ministre du Travail à laquelle il n'était pas forcément en capacité de répondre, et je pense que vous pourrez plus facilement. Vous avez, dans un courrier adressé à la plateforme Mediflash, qui met en relation des travailleurs de professions de santé et paramédicaux et des établissements, vous avez écrit un courrier qui était co-signé avec Monsieur Véran lorsqu'il était ministre de la Santé et vous lorsque vous étiez ministre du Travail. Et dans ce courrier, vous exprimiez à la plateforme Mediflash quelque chose de très clair. En état actuel de la réglementation, il n'est légalement pas possible pour un aide-soignant d'exercer en tant que travailleur indépendant et d'être mis à disposition
auprès d'un établissement de santé ou médico-social sous ce statut, et que cet exercice peut tomber sous le coup de la qualification de travail dissimulé. Et d'ailleurs, les services, les contrôles de l'URSSAF et de l'inspection du travail ont été diligentés dans plusieurs établissements médico-sociaux. Je voudrais savoir quelles autres actions depuis ont été envisagées d'effectuer. Mediflash a reçu de l'argent de la BPI France, 450 000 € en prêt d'amorçage investissement et 8 000 € de subvention, alors même que la plateforme a reçu ce courrier des deux ministères, celui de la Santé et le vôtre lorsque vous étiez ministre du Travail, pour faire cette mise en relation. On a d'autres plateformes qui ont reçu des sommes aussi encore plus conséquentes, notamment la plateforme Brigade qui fait également de la mise en relation à la fois sur la restauration mais aussi sur les questions de santé. N'y a-t-il pas une totale contradiction à la fois d'avoir un courrier en tant que ministre qui montre bien que cette activité est illégale, et de l'autre, la BPI France qui donne les moyens au développement de ces plateformes? Qu'avez-vous à répondre là-dessus? Alors, d'une part, je vous remercie de citer cet exemple, parce que ça montre que, contrairement à ce que vous avez l'air de sous-entendre, on n'est pas aveuglément convaincu que toutes les plateformes de mise en relation exercent leur activité dans le cadre qui s'impose. En effet, je vous confirme, vous voyez, autant moi j'ai échangé avec beaucoup de chauffeurs VTC qui souhaitaient être indépendants et qui exercent leurs activités dans un cadre qui me semble correspondre en effet à une activité de travailleurs indépendants, autant j'avais été choqué d'avoir des plateformes qui mettaient en relation des aides-soignantes avec des hôpitaux pour exercer une activité prétendue indépendante. On voit bien qu'une aide-soignante, je pense qu'on espère tous en tant que potentiel patient, que l'aide-soignante exerce son activité sous le contrôle des médecins. Donc on voit qu'on a un lien de subordination. Et quand j'ai eu connaissance effectivement de l'existence de ces plateformes qui mettaient en relation des aides-soignants supposées indépendantes avec des directeurs d'hôpitaux, je vous confirme qu'avec le ministre de la Santé de l'époque, nous avons donné instruction aux hôpitaux de ne pas faire appel à des aides-soignantes qui, par nature, ne peuvent pas exercer un travail indépendant au sein d'un hôpital. Je ne suis pas au courant de la subvention que vous mentionnez qui aurait été versée par BPI France, mais on va regarder pourquoi, au titre de quelle activité cette plateforme a pu avoir des subventions. En tout cas, je vous confirme qu'il y a des cadres dans lesquels je pense qu'on peut faire le choix d'exercer son activité sous forme de travailleur indépendant et que le cas des aides-soignants ne peut pas rentrer dans ce cadre puisqu'il y a clairement l'existence et même la nécessité d'un lien de subordination. Donc on voit que c'est un détournement du statut et donc c'est illégal. Et donc quelles actions vont donc être envisagées ou ont été envisagées depuis ces courriers pour que ces plateformes ne puissent pas continuer? Parce que de fait, ces plateformes continuent leur mise en relation, notamment avec des EHPAD, avec différents établissements. Vous comprenez bien que là, il y a un flou complet où une plateforme, en toute illégalité, pour reprendre vos termes, continue cette activité. Donc, on est face quand même à un manquement de l'état de droit à faire respecter le cadre légal. Donc, quels sont les moyens que vous comptez mettre en œuvre? Et je réitère ma question à laquelle vous n'avez pas apporté de réponse précise. La Commission européenne estime qu'il y a au moins 5 millions de travailleurs qui doivent être requalifiés en salariés, notamment les livreurs et les chauffeurs VTC. Quelle est votre position à ce sujet? Êtes-vous en désaccord avec la Commission européenne? Pour M. Schmitt, le rapporteur, le commissaire européen, cette question de la présomption de salariat doit arriver à son terme. Est-ce que, du coup, la position de la France va être de franchir une ligne rouge et d'être en désaccord avec cette directive? Je n'ai pas compris quelle ligne rouge vous mentionnez. Franchir quelle ligne rouge? Eh bien, pour le commissaire européen, mais je vous invite à écouter l'audition que nous avons pu faire ici du commissaire européen, M. Schmitt. Il trouve que la position de la France et les déclarations notamment de M. Dussopt en faveur de la présomption d'indépendance sont une ligne rouge, sont en contradiction totale avec ce qui est engagé par la Commission européenne. Oui, j'espère que le commissaire européen n'a pas exprimé
sa position sous cette forme-là, parce que Oui. je ne pense pas que le rôle d'un commissaire européen soit de poser des lignes rouges à un État membre. Donc j'imagine que c'est une interprétation de votre part. Je n'imagine pas qu'un commissaire européen, dans le cadre d'une discussion qui se déroule au sein d'un Conseil des ministres, vienne poser des lignes rouges aux États. Donc je suppose, Madame la députée, que vous avez mal interprété la position du commissaire européen. Si vous me permettez de répondre sur le travail illégal, vous savez que la lutte contre le travail illégal, c'est une politique très forte, qui a une dimension interministérielle importante. Il y a de nombreux corps de contrôle qui sont concernés. La lutte contre les faux statuts, notamment les faux travailleurs indépendants, les faux bénévoles, la fausse sous-traitance, sont des axes majeurs du plan national de lutte contre le travail illégal. Et c'est aussi des enquêtes qui sont particulièrement complexes, qui peuvent prendre du temps pour qualifier les infractions. Je peux vous assurer que cette question restera à l'ordre du jour du prochain plan national de lutte contre le travail illégal comme priorité gouvernementale dans sa lutte contre le travail illégal. Voilà. Donc moi, je ne suis pas capable de vous dire où en sont les procédures, parce que ce n'est plus tout à fait dans mes attributions de suivre en détail l'avancement de ces procédures, mais j'imagine que les ministres compétents seront à même de vous répondre. Ensuite, quel va être le devenir du statut des chauffeurs VTC ? Je crois avoir essayé d'exprimer le fait que ce qui importe, c'est de qualifier la relation entre une plateforme et un travailleur. Soit on rentre dans des critères bien connus qui existent dans le droit français et qui pourraient rentrer dans le droit européen sur un lien de subordination, et dans ce cas-là, ça s'appelle du salariat, soit il n'y a pas de lien de subordination et c'est du travail indépendant. Bien, je vous remercie. Je précise effectivement que le commissaire Schmit n'a pas utilisé ces termes et n'a certainement pas porté un regard sur les déclarations de tel ou tel ministre français. C'est absolument pas ingéré dans nos propres débats de politique intérieure. Je propose qu'on prenne les questions de députés deux par deux pour que vous puissiez y répondre plus rapidement, Madame la Première ministre. On a d'abord Monsieur Kerblat, puis Monsieur Sguincy. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première ministre, la relation du travail ne dépend pas de ce que veulent les partis, mais de la réalité objective de la réalité du travail. Ce n'est pas parce que je veux être indépendant que je suis indépendant. Et vous avez fait une grande défense, là, de ces travailleurs que nous connaissons, que nous avons interrogés aussi, qui disent qu'être indépendant, c'est important pour eux. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a une subordination. Et c'est ça que la directive européenne assume. En septembre 2021, à l'Assemblée nationale, vous vous êtes exprimé contre une directive sur le principe de présomption de salariat. Et on tient à disposition la vidéo de l'époque. Vous avez donc changé d'avis, ou bien vous êtes toujours opposé à la directive. Ou bien vous avez, il me semble hélas que c'est la bonne réponse, décidé de vider de sa substance la présomption de salariat, comme on a pu le démontrer avec la proposition de la présidente tchèque, la présomption de salariat dans la directive par vos prises de position au Conseil de l'Union européenne. Et j'ai une question très rapide. En attendant l'application de cette directive, qui est nécessaire et qui est soutenue par la Commission européenne, il y a la question de tous ces travailleurs sans papier qui sont dans un statut flou, qui sont dans un statut souvent illégal, avec en effet des gens qui leur vendent des comptes. Et il serait peut-être temps, à l'aune de la future loi Asile-Immigration, de réfléchir à des gens qui travaillent dans le pays et qu'il faudrait peut-être intégrer à la circulaire Valls pour leur régularisation. Je vous remercie, Madame la Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Première ministre. Alors que les évolutions économiques du XXe siècle avaient entraîné un déclin du travail indépendant, cette tendance s'est inversée ces dernières années. Cette volonté d'indépendance des travailleurs conduit une part croissante d'actifs à privilégier des conditions de travail dans lesquelles ils gardent une indépendance réelle. Comment analysez-vous ce nouveau rapport au travail ? Comment analysez-vous les effets économiques qui ont été entraînés par l'adoption du régime de la micro-entreprise par les travailleurs ? Comment intégrez-vous également ces éléments dans votre politique qui conduit notre pays vers le plein emploi ? Et dernière petite question, avez-vous un avis, considérez-vous utile d'étendre aux travailleurs indépendants certaines protections qui sont aujourd'hui fortement liées au statut de salarié, par exemple une durée maximale de travail? Voilà, quelle est votre position par rapport à ce sujet-là? Je vous remercie. Donc,
Sur la première question, je ne suis pas sûr que vous ayez totalement écouté l'exposé que j'ai essayé de faire de la position de la France sur le sujet. On est dans un cadre qui est nécessairement contraint, puisque l'Europe n'a pas de compétences sur le travail indépendant. Donc le champ de la directive est par nature forcément limité au cas dans lequel la relation entre une plateforme et un travailleur crée de fait un lien de subordination et donc relève du salariat. Donc moi, on n'a aucune difficulté, et la position que la France a apportée dans le cadre des discussions sur la directive, c'est pas de s'interroger sur la pertinence d'avoir des critères européens permettant de qualifier la relation entre une plateforme et un travailleur et de faciliter la requalification en travail salarié quand c'est le cas. C'est de dire que ça doit se faire sur la base de critères clairs. Si les critères sont flous et qu'à la fin c'est le juge qui doit se prononcer, finalement la directive n'aura pas apporté d'avancée. Par ailleurs, ce qu'on porte aussi, c'est le fait qu'on assiste, comme vous venez de le dire, monsieur le député, à l'émergence de nouvelles formes d'activité et qu'il nous semble important que le fait d'être un travailleur indépendant ne dispense pas de se préoccuper de créer des droits pour les travailleurs concernés. Donc ce qu'on souhaite, c'est à la fois qu'on soit au clair, mais je pense qu'il y a de la jurisprudence en France qui est parfaitement limpide sur le sujet, sur les conditions dans lesquelles une relation doit être requalifiée en salariat, et que quand ça n'est pas le cas, parce que ça peut être un choix d'une partie de nos concitoyens de vouloir décider librement, notamment de son temps de travail, de l'organisation de son travail, de son outil de travail, ça ne doit pas nous dispenser de réfléchir à la protection qu'on doit apporter aux travailleurs qui font le choix d'être indépendants. Puisque Madame la députée parlait des retraites, c'est dans cet état d'esprit-là, par exemple, qu'on a souhaité que les professions libérales puissent bénéficier d'une bonification pour leur retraite pour le 3e enfant, et qu'ils auront désormais la même protection que les salariés pour une majoration de 10% de la retraite pour des travailleurs donc, qui sont indépendants. Et monsieur Ciniński. Non, j'ai essayé de répondre. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en effet, il y a une évolution de la relation au travail, et il y a certainement, de la part d'une partie de nos concitoyens, une volonté de plus d'indépendance. Et ça peut être un choix fort de décider de travailler sur certaines plages horaires, de décider ensuite de ne pas travailler. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit intégrer. Je pense que ce qu'on doit avoir en tête aussi, pour moi c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant, c'est le fait que les personnes qui font le choix de ce travail indépendant aient bien en tête les futurs droits sociaux dont ils pourront bénéficier. On évoquait notamment les personnes qui avaient choisi, qui voulaient, qui travaillaient avec une plateforme qui prétendait mettre en relation l'hôpital et des aides-soignantes dans le cadre d'un statut faussement indépendant. Les personnes qui faisaient ce choix-là n'avaient sans doute pas bien en tête, ou en tout cas ne prenaient pas toute la mesure de la plus faible protection sociale que ça pourrait leur donner. Donc je pense qu'on ne va pas aller contre le sens de l'histoire d'avoir une partie de nos concitoyens qui sont moins enclins à accepter des CDI. J'imagine que vous avez entendu comme moi des entreprises qui disent le salarié qui a un CDD, je lui propose un CDI, il n'en veut pas. De la même façon, vous avez des travailleurs qui ne souhaitent pas un statut de salarié. Je pense que ça doit quand même nous amener collectivement à réfléchir à la façon dont les personnes en question auront demain des droits sociaux suffisants et une protection sociale suffisante. Merci. Madame Berger, ensuite Madame Rouleau.
Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la Première ministre. Je vais surtout d'abord remercier Madame la rapporteure parce que je crois que grâce à votre audition, Madame la Première ministre, ça peut permettre de démontrer tous les éléments de régulation que la France a réussi à mettre en place et a été la première à mettre en place. Donc, que cette audition est donc particulièrement intéressante puisqu'elle nous permet de saluer le rôle de la France à cet égard. Dès lors qu'on a justement une position qui est de dire que nous, on veut réguler et non interdire et qu'on veut laisser une liberté de choix tout en accordant une protection sociale renforcée, comment expliquez-vous que la France ait réussi justement à se mettre dans cette perspective-là et que les plateformes aient accepté aussi un certain nombre de ces concessions qui sont nécessaires, évidemment, pour celles et ceux qui y travaillent. Deuxième point, j'avais assisté à la première audition de Deliveroo. Je sais qu'il y en a eu une seconde parce que la première, il y avait un certain nombre de réponses, on va dire, qui étaient lacunaires. Et on a évidemment, sur un certain nombre de plateformes, des inquiétudes, vous l'avez dit vous-même, sur en effet ce qui pourrait être sous-loué, notamment. Et donc la question des contrôles internes déjà de ces entreprises. Est-ce qu'on peut aller plus loin, peut-être, sur des éléments de sanctions vis-à-vis de ces entreprises par rapport à la nécessité de la transparence qu'elles devraient avoir sur les contrôles qu'elles mettent en place. Et je vois que notre collègue de la France Insoumise est donc finalement tout à fait favorable à la loi immigration, puisque justement, sur la question de la régularisation qui pourrait exister pour les travailleurs de ces métiers en tension, je vois que vous avez dit dans notre commission d'enquête que vous seriez favorable au vote de la loi, donc j'en suis très impatiente. Je vous remercie. Madame Mourlot. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la Première ministre. Je voudrais en fait vous poser 3 questions, mais j'aurai peut-être le temps de vous en poser que 2. Je voulais en préambule rappeler que vous n'avez pas toujours été tendre d'ailleurs avec les plateformes, puisque d'après Wikipédia, vous auriez dit lors du Black Friday de 2019 qui suscitait la polémique en raison de ses conséquences environnementales, que vous auriez donc dit que c'était d'abord une énorme opération commerciale des grandes plateformes en ligne dont vous ne pensiez pas qu'elles soient les petites amies des petits commerçants. Donc parfois vous avez été critique. Alors nous le sommes tous en fait là autour de cette table, enfin disons dans cette salle, et nous attendons vos réponses. Alors tout à l'heure vous avez dit il faut réguler mieux la sous-location. Moi je vous pose la question, donc là cette question sera courte, pourquoi ne pas l'avoir carrément interdite? Parce que c'est vrai que la sous-location de compte peut permettre la fraude. La sous-location de compte permet la fraude. Donc sur cette première question, pourquoi ne pas avoir interdit? Et si ça n'a pas été le cas, est-ce que ça pourrait l'être dans l'avenir? Ma deuxième question porte sur le choix indépendant qui a été rappelé tout à l'heure, et vous-même vous avez plusieurs fois dit, moi ce que je ne veux pas c'est quelque chose de rigide, je veux que quelqu'un qui veuille être indépendant puisse le rester, c'est là la position de la France. Vous avez aussi dit la France a été la plus protectrice en fait. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'à de précédentes auditions, j'ai été très marquée, en fait, par les auditions d'Alexandre Dole et d'Hervé Street, qui nous ont raconté avec précision comment, quelquefois, certaines plateformes mettaient la pression sur des livreurs qui, au départ, avaient fait le choix de l'indépendance, qui, au départ, se voulaient indépendants et qui, finalement, n'arrivaient pas ne serait-ce qu'à vivre de leurs bénéfices. Donc, il nous expliquait en gros, vous réécouterez l'audition parce que je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais que chaque fois, ils empruntaient en fait pour pouvoir, parce qu'on leur mettait la pression en fait pour que chaque fois le coût soit plus bas. Et en fait, le coût de la course ne représentait pas un coût réel. Et c'est là, en fait, l'arnaque. Et ces situations que nous devons tous dénoncer. Et après, peu importe s'il y a une présomption, en fait, pas peu importe, mais s'il y a une présomption de salariat, bon, évidemment, c'est protecteur. Mais même si ce n'est pas ce choix qui est retenu par la France, je pense qu'il faudra exiger effectivement qu'on retienne un coût réel
dans certains contrats faits avec des livreurs, et comment imaginez-vous justement qu'on puisse mieux protéger, parce qu'actuellement c'est pas vrai qu'on est peut-être le meilleur pays, mais quand on a de tels récits, on peut pas dire qu'on est protecteur et que la France est protectrice, alors que la France est quand même le pays des droits de l'homme, et on ne doit pas réduire les gens à une situation d'esclaves et d'esclavagisme. Donc, Madame la ministre, Première ministre, excusez-moi, vous serez d'accord avec moi, je pense, sur les avancées qu'il faut faire. Je vous attends là-dessus. Je vous attends en fait sur ce que vous envisagez de faire pour ces plateformes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on leur impose peut-être des contrats types, ou comment peut-on faire justement pour qu'on arrive à un coût réel et à ne pas fausser des concurrences? Ma troisième question, c'est sur l'indemnisation des taxis, de la licence des taxis, mais ça sera trop long, on n'aura sans doute pas le temps. Pourquoi à l'époque ne pas avoir indemnisé? Parce que c'était quand même possible de le faire en prévoyant un fonds, et puis les avoués ont bien été indemnisés, donc voilà. Mais ça, si vous n'avez pas le temps de répondre à cette question, troisième question, ce n'est pas grave. Merci beaucoup. De toute façon, elle s'éloigne un petit peu du champ de cette audition-là, Oui, et on l'a déjà bien évoqué avec oui, les donc acteurs on de oublie l'époque. la troisième question. À la question de Madame la Présidente Aurore Bergé, je pense qu'il faut qu'on soit conscient que ça n'a pas été facilement accepté par les plateformes, hein, qu'on veuille mettre en place une régulation. Et notamment les premières avancées qui ont été faites dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, je pense qu'elles sont venues mettre des limites à des situations qui n'étaient pas acceptables. Enfin, il faut se souvenir qu'avant la loi d'orientation des mobilités, vous aviez un chauffeur VTC qui devait décider en quelques secondes s'il acceptait une course, avec la menace, s'il ne l'acceptait pas, d'avoir une déconnexion par la plateforme, et il devait accepter une course sans avoir d'idée de la longueur du trajet qu'il devait réaliser et de la rémunération qui accompagnait cette prestation. Donc je pense que ça a été un bras de fer avec les plateformes pour marquer que soit les plateformes souhaitaient rester dans ce genre de situation, et donc on jouerait la carte du contrôle et de la requalification, soit elles étaient prêtes à accepter ce que pouvait être un cadre qui donnait davantage de capacité de choix aux chauffeurs, et alors il pouvait y avoir un chemin correspondant aux souhaits de ceux qui souhaitent effectivement rester indépendants. Ça doit évidemment, ça fait l'objet de contrôle, et ça restera dans les priorités de contrôle des différents corps ministériels et interministériels de contrôle, mais je pense qu'on bâtit un chemin qui peut permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir avoir un statut de travailleur indépendant, avec ce que ça peut donner comme liberté, mais en ayant une protection. Enfin, je veux dire, quelque part, c'est remettre ces travailleurs indépendants dans la situation, je ne sais pas, de votre plombier qui n'accepte pas de faire une réparation pour une somme qu'il ne connaît pas, dans des conditions qu'il ne connaît pas. Voilà, on remet les choses sur le même plan, et c'est tout le chemin qui a pu être fait pour obtenir de la part des plateformes, pour placer les plateformes dans un meilleur cadre de régulation. La question de l'interdiction de la sous-location, très franchement, moi je me la suis posée. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est dans les critères que la directive propose de considérer comme un indice de travail salarié. Donc en fait, les plateformes nous disent, si vous nous obligez, enfin si vous interdisez la sous-location, quelque part la sous-traitance, alors vous nous poussez dans le champ de la requalification. Moi, je préférais que ce critère n'existe pas comme un indice de requalification, et qu'on puisse interdire la sous-location de comptes avec toutes les dérives qui vont avec. Et dans le sens de ce que vous évoquez, je pense que c'est aussi important de dire que dans ce secteur, comme dans d'autres, moi je crois beaucoup au dialogue social. Et par rapport aux difficultés que vous mentionnez dans lesquelles certains travailleurs
notamment livreurs, ont pu être placés, c'est le sens de l'accord sur un revenu minimum d'activité qui a été trouvé dans le secteur, précisément pour éviter qu'on ait des travailleurs qui, à la fin, ne peuvent pas vivre dignement de leur travail. Et ça montre que ce chemin de la construction de droits collectifs pour des travailleurs indépendants, il donne des résultats, et en particulier pour les livreurs, l'accord sur le revenu minimum d'activité. Merci. Je vais me tourner vers nos deux derniers collègues, mais je vais leur demander vraiment de poser des questions très rapidement, comme ça on pourra libérer à 13h la Première ministre, M. Delogu et Mme Agresti-Roubache. Alors, juste, je m'excuse, mais je suis le seul ici présent qui était taxi avant d'être député. Donc, il se peut que je ne sois pas très rapide, parce que j'ai quand même des choses à dire. Permettez-moi déjà de rebondir. Si ça avait été le cas, vous auriez pu venir ne serait-ce qu'une seule audition avant celle-ci. Ça n'a jamais été le cas. Donc, je vais vous demander là d'être bref et de respecter les règles du président. Oui, je comprends très bien, monsieur, mais à Marseille, il y a des homicides tous les jours. Et donc, du coup, j'ai besoin aussi de relater d'autres faits qui sont importants pour moi en tant que député. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous embêter. Je rebondis tout de suite sur le mot choc que vous avez dit, Madame la Première ministre, sur l'arrivée des VTC. Ce n'a pas été un choc, mais c'est du fait de votre ingérence, ça a mené à des suicides de taxis, des familles qui ont été décimées et précarisées et endettées. Donc, mesurez vos mots, s'il vous plaît. Je voulais juste vous dire que l'arrivée d'Uber, moi j'ai été au premier rang. Pendant 10 ans, j'ai vécu de cette activité difficilement, Madame la Première ministre. Du jour au lendemain, j'ai vu arriver sur le marché un géant capitaliste avec une force de frappe terrible. Ces chauffeurs n'avaient pas les mêmes contraintes. Monsieur Delogu, je suis désolé, je vous ai demandé de poser une question. Encore une fois, mais je comprends que vous êtes désolé, mais en fait, depuis tout à l'heure, j'ai laissé la parole à la rapporteure, j'ai laissé la parole à tous vos collègues. Je vous demande de respecter vos collègues ou la Première ministre, sinon je laisse la parole en fait, monsieur, mon mandat de député aujourd'hui est hyper important pour moi en tant qu'ancien chauffeur de taxi. Mais je le comprends, mais vos questions qui aujourd'hui amènent à allonger le débat pour justement que moi je ne puisse pas prendre la parole. Je ne suis pas en train de dire... Laissez-moi juste prendre la parole, s'il vous plaît. Je suis un ancien chauffeur taxi. On est dans une commission d'enquête Uber File, Madame la Présidente. Et alors, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Mais justement, je suis un député taxi et je pense que j'ai besoin de parler. Mais c'est pas grave, je vous connais. À chaque fois que je prends la parole, j'ai droit à ce genre de choses. Mais ne vous inquiétez pas, je reste dans ma ligne. Enfin, ces chauffeurs n'avaient pas les mêmes contraintes, ne payaient pas de cotisations, cassaient les prix des courses. Bref, la concurrence était totalement inéquitable et complètement déloyale. À Marseille, face à cette plateforme qui mettait en danger notre situation de taxi, j'ai pris part à la grève. Et croyez-moi, ce mouvement était particulièrement tendu et difficile. Malgré l'arrivée d'un concurrent totalement déloyal, on trouve un accord grâce à notre mobilisation qui a, comme toute mobilisation, un coût énorme pour nous. Et du jour au lendemain, on l'a vu, on a senti la trahison et l'accord qui a été cassé par un deuxième arrêté. Alors à l'époque, on n'avait pas de certitude que ça venait du ministère de l'économie d'Emmanuel Macron. Pourtant, je le sentais, et l'été dernier, quand on a eu la révélation des Uber Files dans la presse, on a compris qu'on avait raison. Tout le monde nous avait traités de complotistes à l'époque. On avait sali nos noms, sali nos familles, sali notre corporation, mais on avait raison. Donc non seulement la concurrence entre Uber et les taxis était complètement inégale, mais en plus Uber avait un commis d'office qui était secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'économie et aujourd'hui président de la République. Et cette personne a choisi de défendre les intérêts d'actionnaires d'un grand groupe américain qui ne paie quasiment pas d'impôts en France grâce à des pratiques fiscales immorales. J'ai bientôt fini, monsieur. J'ai mes questions qui sont là, ça y est. Alors allez-y, posez vos questions, s'il vous plaît. On puisse laisser d'ailleurs la possibilité à la Première ministre de vous répondre. D'accord. Ok, je vais vous écouter. Comme ça, au moins, vous n'entendrez pas l'histoire d'un député qui a été taxi et qui a des choses à dire dans cette commission. On a fait 67 auditions auxquelles vous n'avez pas participé. On aurait pu vous entendre à nombreuses reprises. Je respecte le fait que ce sujet soit important pour vous. Quelle a été votre participation à Marseille quand il y a eu des homicides, monsieur? Aucun. Moi, j'y étais. J'étais tous les jours dans la rue. Mais c'est pareil. Vous mettez en concurrence des choses idiotes. Bon, bref, de toute façon, je vois très bien à qui j'ai affaire. Vous avez le micro, Madame la Présidente? Non. Donc laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole ici. Je suis un parlementaire, tout comme vous, s'il vous plaît. Putain, mais c'est incroyable, quand même.
Oh. Non, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous souhaitez que ça déborde. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je suis un parlementaire français. J'ai le droit d'avoir la parole en tant qu'ancien taxi. C'est simple, quand même. Pardonnez-moi, Madame la Première ministre, de prendre votre temps. Mais pour moi, c'est le plus important dans ma vie. Mes parents, ils sont tous taxis, j'en ai besoin. Monsieur le député, je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Bon, je vais passer directement aux questions, comme ça au moins ça sera plus rapide et je m'excuse de ces débordements de vos collègues. Madame la Première ministre, cette situation qui a été mise en place par le soutien sans faille de Macron à Uber, comment l'avez-vous combattue lorsque vous étiez ministre des Transports? Ça, c'est ma première question. Qu'est-ce que vous avez fait pour répondre à cette catastrophe sociale? Comment expliquez-vous que vos collègues de la majorité présidentielle au Parlement européen se sont prononcés pour une directive qui porte à une présomption de salariat réfragable sans critères alors que le gouvernement s'y oppose? Pouvez-vous me confirmer que les travailleurs considérés comme des faux indépendants par la Commission européenne doivent rester, selon vous, sous statut d'indépendants? Voilà mes questions. Merci, Monsieur Delogu. Madame Agresti-Roubache a la courtoisie de céder son temps. Je vais laisser la parole à la Première ministre. Je ne sais pas, Monsieur le député, si vous avez écouté le début de l'audition, parce que je crois avoir essayé de répondre à vos questions. Je ne pense pas que ce soit le cadre de vous répondre sur tous les propos que vous avez tenus, que naturellement je ne partage pas. Je veux juste vous signaler que je n'étais pas aux responsabilités en 2011. Ensuite, je vous redis que dans mes différentes fonctions, pour le coup, qui démarrent en 2017 et non pas en 2011, j'ai œuvré pour mettre en place une régulation dans le domaine des plateformes de mobilité. Je ne vais pas vous redécliner ce qu'on a imposé comme règle. Je crois que je viens de l'expliquer. Ensuite, s'agissant de la directive européenne, je peux vous redire, j'espère que cette fois-ci, vous aurez l'occasion d'entendre ce que je dis, que nous partons de l'idée qu'il y a plusieurs situations qui peuvent exister. Des situations dans lesquelles on a des faux indépendants parce qu'il y a un lien de subordination, que dans le droit français, la jurisprudence est claire sur ce qui conduit à requalifier une relation supposée commerciale en relation de travail, toute une jurisprudence sur le sujet, et on est tout à fait intéressé que la directive européenne puisse créer au niveau de l'ensemble des États membres des critères qui permettent, sans ambiguïté ou facilement, de requalifier une relation commerciale en relation de salariat quand c'est le cas. On pense que c'est une démarche qui est importante, qui ne doit pas nous dispenser, pour les situations dans lesquelles des travailleurs font le choix d'être des travailleurs indépendants et que la relation respecte ce statut de travailleur indépendant, ça ne doit pas nous dispenser de créer des droits sociaux pour les travailleurs. Ça a été ma ligne depuis 2017, c'est celle que je continue à porter. Il y a place pour différents modèles. Quand on est dans un modèle qui affiche qu'on est travailleur indépendant, il faut s'assurer que c'est réellement le cas. Donc il n'y a pas des liens de subordination qui viendraient contrevenir à ce principe de travail indépendant. Mais ça doit néanmoins s'accompagner de la construction de droits sociaux de protection pour les travailleurs concernés. Et je pense que c'est le chemin qui a été engagé. Les 5 accords qui ont été conclus en 7 mois permettent de conforter les droits sociaux de ces travailleurs indépendants. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens. Madame la Première ministre, je vous remercie de votre disponibilité pour répondre aux questions de notre commission d'enquête avec précision. Aujourd'hui, je précise que si certains de nos collègues ont des questions supplémentaires, d'autant que certains n'ont pas pu poser leurs questions, nous pourrons vous les transmettre. Et on aura peut-être d'ailleurs des demandes de documents. Mais dans l'intervalle, je vous remercie énormément de votre présence et je vous souhaite une excellente journée.